Il est l'un de nos philosophes les plus en lien avec le vivant, penseur de l'écologie. Dans son dernier livre, c'est à l'acte de peindre qu'il s'intéresse, sans doute le premier de l'humanité, les peintures préhistoriques ou art pariétal. Lors d'un voyage près des bisons du parc états-unien du Yellowstone, il ressent une étrange sensation, les parois d'une roche qui s'anime, les animaux qui apparaissent et le choc de l'acte qui nous fonde comme être humain. Il vient d'en tirer un essai qui nous a interpellés et intéressés. Bonjour Baptiste Morisot. Bonjour. Merci d'être sur France Culture ce soir. Vous êtes écrivain, philosophe, maître de conférences à l'université Aix-Marseille et on vous reçoit pour cet ouvrage, ce drôle d'ouvrage dont on va parler jusqu'à 19h30, Le regard perdu à l'origine de l'art pariétal animal. Et comme tous les mercredis, nous allons vous interroger à deux avec Julien Bisson. Bonsoir Julien. Bonsoir Astrid. Directeur des rédactions du 1. C'est un partenariat que nous avons tous les mercredis. Merci d'être avec nous. Alors Baptiste Morisot, il va falloir nous expliquer comment est né ce projet de livre sur l'art pariétal. Ça pourrait paraître à première vue un peu éloigné de vos problématiques contemporaines sur la rencontre ou la diplomatie avec le vivant. Oui, il y a des idées qu'on choisit et il y a des idées qui nous choisissent. J'avais pas du tout pour projet d'écrire ce livre, je m'en serais volontiers passé. Si et seulement si j'avais pas été convoqué par cette expérience que vous avez évoquée tout à l'heure. Donc, en effet, après plusieurs jours de pistage au Yellowstone, dans des écosystèmes de steppe, donc très ouverts, avec des grands animaux dangereux, fascinants, je me retrouve à m'asseoir fatigué, sale, sur un banc de pierre dans la ville de Jackson Hole, face à une paroi, à un mur de pierre. Et là, dans le mur de pierre, je vois s'animer les profils d'animaux que j'avais pistés pendant des jours et des jours. Et j'étais déjà à l'époque fasciné par l'art pariétal. Ça me faisait 20 ans que j'explorais ces grottes, que je lisais la littérature. Et j'ai fait le lien très spontanément avec cette idée que la question qu'on n'avait pas posée sur ces figurations, sur ces peintures, c'est dans quel monde ils vivaient et comment ils voyaient, comment ils regardaient. On va y venir longuement, mais j'aimerais bien lire ces quelques lignes de ce moment qui est central et qui a donc, comme vous venez de nous le dire, Baptiste Morisot, déclenché cet ouvrage. C'est là que je les vis. Je les vis bouger dans les pierres, sur le mur, les animaux. Je tressaillis littéralement sur le banc, empreint des amorces d'émotions réflexes que ces rencontres génèrent sur le terrain. Alors, pardonnez-moi pour cette question aussi directe, mais est-ce que vous aviez pris des substances illicites? Non, pas du tout. Non. Ça ressemble un peu à un trip, vous savez... Absolument. Et ça, d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le concept de vision. Parce que moi, je peux aussi le dire très spontanément, moi, je suis un athée, aussi matérialiste qu'on le peut quand on voit les prodiges du vivant autour de nous, mais je ne crois pas à quoi que ce soit de surnaturel, pour le dire très simplement. Et aussi, j'ai une fascination pour le monde vivant qui estime qu'on n'a pas besoin de leur attribuer des pouvoirs mystiques pour qu'ils soient importants. Et en fait, il y a quelque chose qu'on a beaucoup oublié dans la tradition de la conception tardive de l'imagination, et notamment depuis Sartre, où on considère que l'imagination, c'est une fonction qu'il appelle irréalisante. C'est-à-dire, ce qu'on imagine, c'est nécessairement faux. Les images sont produites par notre cerveau. C'est juste des bugs mentaux, des hallucinations. Mais en fait, si on regarde l'ethnographie de beaucoup de peuples avant nous, et même des modernes, enfin même des occidentaux, si on peut le dire, par exemple jusqu'à Homère, l'image, c'est quelque chose qui vient à vous, qui a une extériorité, qui a une résistance. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des croyances mystiques pour pouvoir être frappé par une image. Et là, c'est quelque chose comme ça qui s'est passé sans LSD. C'est de la fatigue. La fatigue joue un rôle, mais les conditions qui rendent possible la chose ont beaucoup plus à voir avec qu'est-ce que c'est vivre dans un certain milieu et exercer son regard à faire des choses qui nous sont devenues étrangères en tant que modernes dans les métros de Paris. Alors quand vous demandez ce que pouvaient voir ces chasseurs-cueilleurs, vous avez cette formule, vous le résumez quasiment en 2 phrases. Nous voyons des paysages, eux, ils voyaient des djizz. Ouais. Alors il va falloir nous expliquer
ce que ce sont les Djizz. Ouais. J'ajoute, pardonnez-moi, que Jiz, ça s'écrit J-I-Z-Z. Ouais, et c'est pas ce que vous croyez. Djiz, c'est un mot qui est utilisé par les ornithologues à l'origine, et en effet, tout tourne autour de ce concept, donc il faut que j'en dise deux mots pour ne pas avoir l'air fou. Le djiz, c'est un concept qui est mobilisé par les naturalistes, donc les gens dont le métier est de reconnaître et d'identifier les vivants dans leur diversité, dans leur richesse, et ça qualifie la capacité à prélever l'identité d'un oiseau, à la sentir de manière fulgurante, avant même que votre conscience n'ait eu le temps d'analyser ses propriétés. Et le gis d'un animal, c'est son style d'apparaître, c'est sa silhouette, c'est vraiment sa manière de signifier son identité à l'œil en une fraction de seconde. Et c'est quelque chose c'était une compétence qui était omniprésente dans le monde lorsque nous vivions entourés d'animaux dangereux et omniprésents. Appliqué à l'art pariétal, vous écrivez ceci: le gis d'un animal est la courbe continue et éloquente qui dit son être au monde, comme cheval ou comme bison. Ouais, alors en fait, pour parler de Giz, on peut aussi se rapporter à l'expérience pour laquelle les contemporains ont la sensibilité ou la familiarité la plus grande. Les œuvres pariétales, l'ours des cavernes de Chauvet qu'on voit partout, les chevaux de Lascaux, à mon sens, expriment à la perfection le gis de ces animaux. Au point même que nous qui n'avons pas vu d'ours des cavernes, peu de rhinocéros ou de bœufs musqués, on reconnaît ces animaux en une fraction de seconde. Le Jiz, c'est un regard ou c'est une sensation? Eh ben, c'est une très bonne question. D'ailleurs, je passe des pages et des pages infernales dans le livre à essayer de distinguer parce que c'est vraiment c'est un instant de foudre. Le gis. Et après, il faut le déplier. C'est comme si tout était dans le bourgeon et il faut déplier toute la fleur, les pétales dans sa diversité. Donc le gis, c'est en même temps un regard, c'est-à-dire que c'est une compétence de l'œil. Et en fait, tous les gens qui ont un métier et qui savent que dans leur métier, ils voient des choses que les autres ne voient pas, ils savent très bien ce que c'est en un sens, cette idée qu'on peut exercer l'œil à voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est aussi une sensation parce que ça constitue une image qui après va être figurée. Vous dites, eux voyaient des gis, nous voyons des paysages. Ça veut dire qu'on a perdu quelque chose? C'est pas bien de voir des paysages? Et j'ajoute peut-être, ça veut dire qu'on n'arrive plus à retrouver ce que les hommes préhistoriques, selon votre essai, Baptiste Morisot, avaient, cette perception comme ça qu'on aurait, nous, perdu. Je soupçonne que les manières de voir, les arts du regard, sont liés à des modes de vie, à des cultures, à des modes de subsistance. Et donc, nous en avons très clairement perdu. Nous avons perdu cette manière de regarder. Nous en avons gagné d'autres. Le paysage, c'est archétypalement une manière construite culturellement de voir le monde extérieur qui est propre à notre tradition, mais elle n'est pas du tout répandue partout. Et finalement, la question, c'est comment valoriser la diversité des manières de voir chez les humains, comment protéger cette diversité et comment se souvenir que voir, c'est toujours être attentif à ce qui est important. Et qu'est-ce qui est important pour une forme de vie humaine? Qu'est-ce qui est important à chaque époque? Que voyons-nous en nous rendant à Chauvet ou à Lascaux? Eh ben, c'est tout le livre. À mon sens, on voit la tentative par ces humains de restituer le gis de ces animaux, c'est-à-dire la silhouette parfaite qui les identifie et qui ont été figurés, peints ici, parce que, c'est mon hypothèse, les amorces de minéral dans la pierre révélaient un segment de l'animal qu'ils ont vu comme dans une apparition. La figuration humaine est effectivement très rare, ça c'est un trait marquant de l'ère des cavernes. Et lorsqu'elle est présente, soit ce sont des parties de corps humain, soit ce sont des représentations qui sont effectivement soit schématiques, soit carrément caricaturales, parfois même bestialisées. Et puis l'autre grande absence, c'est le monde naturel. Il n'y a pas d'éléments de contexte, il n'y a pas de ligne de sol, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de rivière. Uniquement des animaux, des signes et quelques rares figurations humaines, point. On vient d'entendre Gwen Rigal, guide conférencier à la grotte Chauvet. C'était sur France Culture dans la méthode scientifique le 25 avril 2019. Alors Baptiste Morisot, on a envie de se poser la question, pourquoi est-ce que ces hommes préhistoriques n'ont pas peint des humains en entier, n'ont pas peint des végétaux? Pourquoi ils n'ont peint que des animaux selon vous? Alors, je vous propose un petit jeu, une convention, c'est d'essayer là de dire humain plutôt que homme. Parce que je suis moi blessé par le fait qu'un seul des genres, un seul des sexes ait accaparé la totalité du nom de l'espèce. C'était des humains, c'était des hommes et des femmes.
Et d'ailleurs, on ne sait pas qui a peint, si c'était quel genre a peint, quel sexe a peint. Ces humains, à mon sens, ils se concentrent sur les animaux, et en particulier sur des animaux décorrélés du fond, parce que c'est précisément ce qu'on fait quand on identifie. En fait, quand on identifie avec l'œil, quand on essaie de reconnaître au moment où on est mis en présence dans une rencontre animale avec un animal imprévu, l'œil prélève la silhouette et annule le fond, parce que le fond est complètement secondaire. Donc c'est une manière d'expliquer cette énigme de l'art pariétal qui est: il n'y a pas de sol, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de paysage, il n'y a pas de végétal. Quel rapport avez-vous pour ce livre, Baptiste Morisot, Le regard perdu à l'origine de l'art pariétal animal, aux recherches qui existent scientifiques, aux historiens, aux anthropologues, à tous ceux qui connaissent par cœur ces sujets-là, même s'ils sont évidemment très difficiles à décortiquer? Est-ce que vous fiez à cette intuition qu'on a décrite au début, ou est-ce que vous avez fait des recherches? Donc j'ai lu avec fascination et intérêt toute cette littérature bien avant d'avoir mon intuition. Et donc toute la tradition paléo-anthropologique française et même anglo-saxonne. Et je considère que ce sont des apports inestimables. Euh, Il y a assez peu de moments d'ailleurs dans lesquels mon hypothèse rentre en conflit direct avec leur proposition, notamment parce que ils ont localisé leur questionnement à un endroit où je ne suis pas et où je suis totalement inutile. C'est-à-dire que ça, j'aimerais quand même dire un mot là-dessus, ça m'importe. Mon hypothèse est extrêmement décevante dans la surface de ce qu'elle explique. C'était, pour le dire simplement, tout ce que tout le monde veut savoir, c'est quelle est la signification de ces peintures. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Et peut-être le mobile. Et le mobile, exactement. Le mobile, les raisons culturelles, les formes rituelles, les implications sociales, je n'en ai aucune idée. Vous ressentez qu'ils ont eu envie de peindre ce qu'ils avaient vu? Je ressens qu'il y a un événement qui n'a pas été formulé dans la tradition de recherche concernant les figures pariétales. C'est l'idée que avant l'acte de figurer, il y a l'expérience de voir l'animal dans la pierre. Et que cette expérience, à mon sens, est première à l'acte de figurer. Ça n'a pas été dit. Et c'est très peu, puisque ça ne s'exprime pas sur les significations ni les fonctions sociales. Et en même temps, c'est pas anodin, parce que ça a été peu ou pas exploré par la littérature scientifique. Pour essayer de faire ce qui s'appelle une démonstration, il faut aller plus loin que simplement cette simple intuition. Et donc pour ça, la première chose à faire, à mon sens, c'est de dire, bon, si je veux interpréter l'art et l'expliquer, le justifier par autre chose que lui-même. Donc on sort de la théorie de l'art pour l'art, où l'art n'existe que pour lui-même. Et on va l'expliquer, mettons, par le chamanisme. Et bien la première chose à faire, c'est de regarder si à l'endroit où l'art a été créé et à l'époque à laquelle il a été créé, il y avait bien quelque chose qu'on peut appeler chamanisme. Si cette démarche préliminaire-là, cette démonstration préliminaire-là n'est pas faite, eh bien on risque deux gros problèmes. Un, l'anachronisme. Donc là, tout le monde connaît le terme, l'anachronisme, c'est-à-dire plaquer à une époque quelque chose qui en réalité appartient à une autre époque sans prendre la précaution de vérifier que ça dépasse l'époque à laquelle on l'a identifié. Et l'équivalent, ça c'est dans le temps, mais dans l'espace, il y a l'équivalent de l'anachronisme qui est l'anatopisme, c'est-à-dire de plaquer à un endroit quelque chose qui appartient à un autre endroit. Et par exemple, de plaquer en Afrique australe, expliquer les arts rupestres d'Afrique australe par un type de chamanisme propre à la Sibérie. Ça, c'est un anatopisme, c'est-à-dire on prend quelque chose dans un endroit pour expliquer autre chose de complètement différent dans un endroit complètement différent. Disons que c'est un petit peu risqué. Les avertissements de l'anthropologue Jean-Loïc Lequelec sur France Culture dans Sciences CQFD de Natacha Trigou, podcast incroyable à réécouter en intégralité. Merci Baptiste Morisot, parce que j'étais contente de me replonger là-dedans. Mais que répondez-vous à ces critiques-là, qu'il adresse d'ailleurs à tout le monde? Attention à l'anachronisme et à l'anatopisme, c'est-à-dire de plaquer votre regard d'Européen, de philosophe européen contemporain aux roches et au parc de Yellowstone aux États-Unis d'il y a autant d'années. Donc déjà, moi, je souscris très profondément aux critiques qu'il fait, qui ne sont pas adressées spécifiquement à tout le monde. Elles sont adressées à des préhistoriens en particulier, notamment sur le chamanisme. C'est l'hypothèse de Jean Clotes et de Lewis Williams. Je suis moi-même... je partage profondément ces critiques. D'ailleurs, c'est les seules que j'exprime ouvertement dans le livre, à l'égard du coût épistémologique de faire l'hypothèse du chamanisme de style sibérien avec des formes de transe pour expliquer les peintures pariétales. Et ensuite,
justement, en fait, la totalité de mon mouvement théorique consiste à soutenir que nous ne pouvons pas comprendre ces figurations parce que nous les interrogeons depuis notre concept d'art, qui est une construction récente, provinciale, européenne, et avec notre manière de regarder le monde vivant, qui est elle aussi décorrélée de ces formes de vie. Donc tout le mouvement, c'est d'essayer de ne pas être anachronique et de ne pas être anatopique et de rentrer dans les parages des manières de voir d'humains qui ont disparu il y a quelques dizaines de milliers d'années. C'est pour une part spéculatif et c'est pour une part très argumenté. L'avantage, je dirais, de ma position, c'est que je ne cherche pas à avoir raison. Donc finalement, c'est relativement confortable. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas les regarder ni comme des historiens de l'art, ni comme des chasseurs contemporains qui se demanderaient comment on regarderait un bison aujourd'hui qui apparaîtrait sur notre horizon. Ouais, la difficulté, c'est de trouver les modes de relation au monde vivant dans lesquels existe encore cette forme de regard. Parce que s'il est plus exercé en nous, il est pourtant en partage dans toute l'humanité. Et beaucoup d'humains, on va dire, le connaissent par fragments. Si vous avez un intérêt pour les oiseaux, votre simple capacité de reconnaître une corneille dans le ciel de Paris, en fait, elle a à voir avec le regard de Gise. Et l'autre aspect, c'est aussi de cheminer entre les conceptions modernes de l'art qui en ont fait quelque chose de sacré. Et le paradoxe, c'est que lorsqu'on a découvert ces figurations, on a voulu anoblir ces artistes. Et c'était légitime pour se sortir d'un évolutionnisme larvé, comme quoi c'était des brutes couvertes de peau de bête. Mais ce faisant, on les a pensés sur le modèle de Michel-Ange. Et en effet, penser à n'importe quel artiste préhistorique comme Michel-Ange, ça l'anoblit. Le problème, c'est que ça crée typiquement un biais d'anachronisme qui peut obscurcir notre compréhension de ce qui se passe. Vous avez titré votre essai Le regard perdu. Cette perte, est-ce qu'elle est rattrapable? Elle se gère par là. Si on a le regard, notre époque a son propre regard, est-ce que nous-mêmes, nous pouvons réapprendre à regarder? Oui. Oui, à la fin, en fait, c'est ça qui m'anime le plus. C'est qu'est-ce que c'est faire attention au monde? Qu'est-ce que c'est voir? Qu'est-ce que c'est apprendre à voir, à sentir? Parce que le cœur de cette affaire, c'est que être attentif, c'est toujours être attentif à ce qui est important, à ce qu'on estime important comme société. Et c'est pas du tout anodin que notre époque d'extinction, de grande extinction, d'extinction de masse, elle soit liée à notre incapacité à voir la diversité du vivant, à voir sa richesse et à voir son rôle clé dans le fait de rendre la Terre habitable pour nous. Et donc, bien sûr, au fond, il y a cette idée de réapprendre des manières de voir pour remettre l'importance de la vie dans le champ de notre attention collective. Moi, ce mot JIZ, J-I-Z-Z, d'ailleurs, il faudrait que vous nous disiez aussi le rapport qu'il peut avoir avec la Royal Air Force et les Ouais. avions de guerre. Mais moi, il m'a fait penser au male gaze ou au female gaze. Vous savez, le regard féminin ou masculin qu'on peut porter, par exemple, dans le cinéma ou dans des œuvres. Est-ce que c'est autre chose, c'est-à-dire c'est le regard entre l'homme, enfin, les humains et le vivant? Alors, déjà, et un tout petit mot d'étymologie pour essayer d'aller dans les parages de cet objet bizarre. Il y a plusieurs étymologies, elles sont toutes relativement fantaisistes, mais à certains égards, elles nous permettent de pointer dans la bonne direction. Celle qui est la plus courante, c'est GISS, General Identification, Size and Shape. Et l'idée, c'est que les pilotes de la Royal Air Force, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient des avions moins performants que l'aviation allemande et ils devaient être capables d'identifier le type d'avion ennemi qui arrivait sur eux en une fraction de seconde pour réagir intelligemment. Et donc, de là viendrait cette capacité à identifier de manière fulgurante. Il y a une autre étymologie à l'autre extrême du spectre que j'aime beaucoup. Certains soutiennent que ça viendrait du mot français guise, comme quand on dit à votre guise, c'est-à-dire à votre manière. Et ça voudrait dire, c'est la manière d'apparaître, le style vraiment, c'est le style de quelqu'un. Moi, j'ai même entendu jazz. Ah, il y a quelque chose c'est vrai qu'il y a un écho. En fait, ce mot, il est inépuisable, et notamment parce que il est intraduisible, parce qu'il parle de quelque chose d'immatériel. Et ça aussi, c'est fascinant. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est nommer quelque chose d'immatériel comme un regard, une manière de voir, un art de voir. Et le lien que moi je vois avec la question du gaze, c'est qu'une manière de faire sentir le jizz
dans la vie contemporaine, nous qui ne sommes pas entourés de bisons et d'ours des cavernes, une analogie qui n'est pas anodine, parce que c'est aussi chargé d'affect, c'est quand une femme marchant dans la rue le soir et qui va de manière fulgurante décrypter de l'autre côté du trottoir la démarche d'un homme, son style d'attention, est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il est... qu'est-ce qu'il y a exactement. Et C'est pour ça qu'il y a quelque chose du ressenti dans ce geste. Absolument, il y a quelque chose de ressenti. On le disait tout à l'heure, vous avez d'habitude des problématiques très contemporaines. Le fait de se projeter vers ce passé si lointain, alors que nous sommes dans une ère de crise climatique, dans une ère de retour des guerres, est-ce que c'est une forme de diversion ou au contraire, il y a là quelque chose dont on peut tirer des leçons, on peut tirer un secours pour nos vies quotidiennes? Oui, ça c'est une question immense pour moi parce que ça a été vraiment dur de finaliser ce livre et de le publier. Parce que j'avais un sentiment, je sais pas, le mot est fort, mais en fait c'est comme ça que je le ressentais. J'avais un sentiment que c'était obscène de publier ce livre avec ce qui se passait à Gaza, avec ce qui se passait en Ukraine, de s'intéresser à ces questions si loin dans le passé, de faire de l'anthropologie fondamentale dans un monde, dans un présent qui part en lambeaux. Et j'ai dû faire la paix avec ça, j'ai dû trouver le sens de faire ça. Et j'ai écrit tout un avant-propos en fait pour essayer de répondre à cette crise intérieure. Et je crois en effet qu'il y a quelque chose qui a du sens dans le fait de continuer à chercher à comprendre qui nous sommes comme espèce, dans le fait de se souvenir de quoi on est capable, dans le fait aussi de proposer une manière de penser qui est libérée des folies contemporaines, des fake news, de l'hypnose généralisée. Et c'est ce que j'essaie de défendre. Qu'est-ce que c'est penser de manière honorable, penser de manière décente, penser sans essayer de s'imposer. Je crois qu'il y a des petites potions ici et là dans nos manières d'agir au quotidien qui méritent de nous rappeler qu'on n'est pas fou et qu'on n'est pas voué au cauchemar contemporain. Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. On vient d'entendre un extrait du générique de Silex and the City. Je ne sais pas si vous l'avez regardé pour écrire ce livre, Baptiste Morisot. Cette série animée diffusée sur Arte depuis 2012 qui connaît un grand succès. C'est d'après la bande dessinée de Jules, pardon, je confonds avec le rappeur marseillais. Moi, la question que je me pose pour aller dans le prolongement de celle que vient de vous poser Julien Bisson, c'est quand on est philosophe comme vous, si on va vers les origines, la caverne, évidemment on pense à Platon, on pense aussi sans doute à la mort. Qu'est-ce qu'il y avait autour de tout ça? Vous aviez besoin, comme d'ailleurs cette série nous le dit aussi, c'est-à-dire on a besoin de se rattacher à quelque chose aussi de notre identité commune? Je soupçonne qu'il y a quelque chose d'assez profond qui se passe au XXe siècle concernant l'importance qu'ont pris les œuvres pariétales et la question des humains préhistoriques. Et c'est lié à la perte de l'anthropologie judéo-chrétienne qui jusque-là nous livrait notre identité de manière partagée. Et c'est quand même fascinant l'intérêt collectif à travers les classes sociales pour les peintures pariétales et pour ces questions. Ça a à voir avec le fait qu'on vit une époque fascinante dans laquelle on n'a pas d'image unifiée de nous-mêmes et on cherche dans nos origines des réponses à tout ça. Et pour moi, ce qu'il y a de puissant, c'est que ça oriente notre attention vers le temps profond. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre qui sont les humains si on ne les replace pas dans le temps profond du vivant. Nous sommes une forme de vie dans le fleuve vivant, avec des différences et des ressemblances avec les autres. Et c'est dans ce tissage que notre vie prend sens. Merci infiniment, Baptiste Morisot. Le regard perdu, ça vient de sortir chez Actes Sud. Est-ce que, pour terminer, vous nous liriez quelques lignes de cet ouvrage? Oui, si vous voulez. Je vous lis la toute fin. Avec plaisir. J'ai beaucoup aimé la conclusion. Se rapprocher de ces humains qui nous fascinent, de leur vision du monde, c'est faire de la place aux vivants non humains, avec nous, au centre de notre monde. C'est cela une culture du vivant. Eux en avaient une. L'omniprésence des animaux, dont leur symbolisme en est une manifestation puissante. C'était leur culture du vivant, comme il en existe encore plusieurs bien vivantes chez les peuples non modernes actuels. Il ne faut pas revenir pour nous
contemporain à celle des paléolithiques, retrouver la même, mais en inventer une autre, liée à nos modes de subsistance et aux métamorphoses politiques nécessaires pour les transformer. Il nous faut façonner une nouvelle culture du vivant, nouée à nos relations écologiques d'interdépendance avec les mondes multi-espèces à venir. Les pollinisateurs qui font le printemps seront nos mammouths, la faune des sols qui façonne nos récoltes sera notre bison, les forêts qui font l'oxygène seront nos chevaux sauvages, et les phytoplanctons qui prennent le carbone mortel des tankers pétroliers dans les coffres de leur corps seront nos ours des cavernes. Merci infiniment Baptiste Morisot, philosophe, d'être passé dans Questions du soir ce soir pour votre dernier livre, Le regard perdu à l'origine de l'art pariétal animal chez Actes Sud, qui vient de paraître.